Dans le Nord-Pas-de-Calais se trouve le plus grand bassin minier souterrain d'Europe. Pendant 3 siècles, l'extraction de la houille a radicalement transformé les paysages. Sur ces plaines, essentiellement agricoles, sont apparues des villes noircies par le charbon, des puits, des chevalements et des montagnes artificielles, les terris. En décembre 1990, pour des raisons économiques, l'exploitation minière s'est arrêtée. Après la fermeture des dernières mines, la tentation a été forte ici de faire disparaître les friches industrielles. Les têtes de puits désaffectées, les terris, même les cités minières véhiculaient alors une image désastreuse. Mais nous allons voir ensemble que la réhabilitation de ces paysages industriels est en train de transformer la perception de cette région, mais aussi celle de ses habitants. Ici, difficile d'échapper à la présence imposante des terris. Ces pyramides de déblais extraits des galeries creusées à 1300 mètres de profondeur signent désormais l'identité des paysages du Nord-Pas-de-Calais. Et la population est attachée à ce patrimoine paysager. Quelques-unes de ces friches industrielles ont été transformées en sites culturels. Dans la ville de Lévarde, les bâtiments d'une ancienne fosse d'exploitation abritent depuis 1984 le plus grand centre historique minier de France. Les vestiges de ce passé industriel y sont exposés. Gagny fait partie des 4 sites d'exploitation sauvés de la démolition. Au total, le bassin minier en comptait 110. La fosse 9-9 bis fut la dernière à fermer après 60 ans d'exploitation. Aujourd'hui, ces bâtiments des années 30 sont ouverts au public. D'anciens mineurs ont fondé l'association Acoustoseki pour que se transmette la mémoire des lieux et de leur métier. Préserver le patrimoine industriel, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez courant, mais en 90, c'était pas évident, si? Non, parce qu'à l'époque, les décideurs n'avaient qu'un leitmotiv à la bouche, c'était de dire que pour bâtir un avenir nouveau, il fallait faire abstraction du passé, donc il fallait tout raser. Donc les bulldozers de charbonnage étaient prêts à venir le raser. On a un peu contrarié les plans de ces décideurs en sauvant le site. Aujourd'hui, le site d'extraction de Wagny, il est définitivement protégé? Il est protégé par son classement comme site historique minier. Donc pour l'instant, l'endroit est un lieu de culture. Voilà, un lieu de culture avec des ateliers qui vont dédiés à la musique. Et l'autre volet, c'est le circuit patrimonial pour sauvegarder ce devoir de mémoire qu'on doit aux générations de mineurs qui se sont battus. Il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas que les générations qui arrivent oublient que les mineurs ont dû gagner la bataille du charbon aussi pour relever la France après la dernière guerre. Hein. Voilà. La construction des premiers corons date de 1835. Il témoigne des grands bouleversements sociaux et paysagers du début de la révolution industrielle. Avec l'arrivée massive de la main-d'œuvre, des logements et des équipements collectifs sont construits. Vers 1870, les cités pavillonnaires apparaissent. Puis, à partir de 1905, les cités-jardins. Raphaël Alessandri est architecte, spécialiste de l'habitat minier. Qu'est-ce qui différencie les cités pavillonnaires des corons? C'est simplement la taille du logement?
Alors c'est avant tout la forme urbaine. Il faut savoir que le coron, donc on a ces grands systèmes de barreaux qui pouvaient faire jusqu'à 300 mètres de long. C'est vraiment l'archétype de la cité minière. Et petit à petit, les compagnies ont commencé à fractionner les logements. D'abord pour éviter les problèmes d'affaissement et puis aussi pour offrir aux mineurs petit à petit des jardins. Donc il y avait aussi un contrôle social important qu'on n'avait pas forcément dans les corons. Il y avait une grande promiscuité entre les gens. Donc la cité pavillonnaire, on est souvent dans un système très orthogonal de rues sur le système du camp romain militaire. Donc des voies vraiment très rectilignes avec des équipements, des logements qui peuvent être plus ou moins grands. Il y a souvent un jardin. La séparation du bâtiment permet d'intercaler un jardin. On commence à avoir des pignons qui commencent à vivre avec des ouvertures sur les pignons, ce qu'on n'a pas du tout dans les corons puisqu'on est souvent mono-orienté. Donc ça se traduit par un peu plus de lumière dans le bâtiment, un peu plus d'aisance sur le jardin et puis plus de respiration dans les rues. On voit, on n'est pas forcément au front à rue comme on est dans les corons, quoi. Et toutes les maisons sont identiques ici? Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque compagnie avait sa manière de construire. Comme on ne voit pas ce qu'elles sont capables de faire dans le fond, c'est un paysage souterrain, elles arrivent finalement, en travaillant en surface de manière avec des logements de grande qualité, elles arrivent un peu à démontrer leur puissance industrielle et puis technique. Donc... Les paysages industriels du Nord-Pas-de-Calais ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. La même année, la région inaugurait le musée Louvre-Lens, qui expose désormais une partie des réserves du Louvre de Paris. Une renaissance culturelle pour la cité minière. Gilles Huchette est coordinateur du label Euralens, qui trace les grandes lignes de l'aménagement urbain et paysager. Voilà, donc là en fait on se situe exactement sur l'ancien puits de la fosse neuve de Lens. Donc c'est ici qu'on a extrait du charbon pendant plus de 100 ans, puisque la fosse a été ouverte en 1886 et elle ferme en 1980. Et de quelle façon l'architecture du musée, globalement, prend en compte ce passé minier? Parce que quand on arrive, c'est pas flagrant. Eh bien justement, en fait, ici on est sur un site minier, on est sur un immense terri de 20 hectares. Donc les traces de la mine sont partout. Dans la surélévation du site, on est à 4 ou 5 mètres au-dessus de la ville, on surplombe légèrement les cités minières. La tête de puits est un symbole fort. Et tous les cavaliers, les chemins cavaliers, c'était les chemins de fer qui reliaient le lieu d'exploitation et d'extraction aux gares, aux terris, pour exporter le charbon et déporter les déchets. Donc ici, on a tous les alignements d'arbres qui ont été préservés, on a les voies ferrées qui ont été transformées en chemins piétons. Donc en fait, les traces de la mine sont partout. Donc le choix a été justement de préserver ces traces de l'exploitation, de les mettre en scène, mais de ne pas les caricaturer. Une évocation relativement discrète, mais le bâtiment, lui, il est en rapport, il évoque aussi le passé minier? Non, le choix architectural, donc c'est celui de l'agence Sana japonaise, a été justement de faire un bâtiment qui soit le plus discret possible pour s'insérer avec humilité dans ce paysage minier. Donc on a des parois en aluminium qui reflètent la lumière du soleil, qui s'insèrent dans le ciel, qu'il vente ou qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil. Et la transparence aussi du verre permet cette insertion tout en discrétion, tout en subtilité, sans s'imposer sur ce patrimoine, sur cet héritage qui l'entoure. En 2 ans d'existence, le Louvre-Lens a accueilli plus d'1 million de visiteurs. Une réussite qui se mesure également à l'aune des emplois créés dans la région, dans les métiers d'art et du patrimoine. On est là sur le Cavalier qui reliait le site d'exploitation jusqu'à la gare de Lens. Et donc c'est là que transitait donc le charbon. Alors cet endroit a été complètement donc refait pour permettre le passage maintenant des piétons et l'accessibilité du musée depuis le centre-ville. Et quelque part, ça veut dire que l'architecture du musée est en train de s'immiscer, s'insinuer dans la ville? Complètement. On est vraiment sur une démarche de transformation urbaine qui démarre du musée et qui progressivement transforme peu à peu la ville. Alors là, on a d'abord les accès et puis les espaces publics qui ont été requalifiés par le paysagiste Michel Desvignes. Mais derrière, il y a des opérations qui vont continuer sur le centre-ville de Lens et sur d'autres villes autour du Louvre-Lens, donc dans le bassin minier. Et globalement, quel est le projet urbain? Le projet urbain, c'est de transformer ce qui était un archipel noir, donc tout cet ensemble d'héritage minier morcelé, en un archipel vert qui, reconquis par la nature, mérite d'être mis en réseau et mis en valeur, comme cet exemple du Cavalier. Depuis l'ouverture du Louvre-Lens et l'inscription des paysages au patrimoine mondial de l'UNESCO,
le regard porté sur le bassin minier a changé. Jean-François Caron, maire de Los-Angeles, a présenté et défendu la candidature de la région devant l'UNESCO. L'intérêt de l'entrée paysage culturel évolutif, c'est que ça reconnaît l'aspect matériel, les cités minières, les terris, les chevalements. Ça reconnaît la dimension immatérielle. Les combats syndicaux, c'est ici que se sont inventés, les avancées sur les questions de santé, enfin, l'histoire des immigrations réussie avec l'intégration de toutes les cultures polonaises, maghrébines, etc. Et donc, ça fait partie de notre capital, de notre histoire. Mais notre objectif, c'est de le transcender. Ça passe par la valorisation des paysages. Bien sûr, parce que ces paysages, c'est nous. Prenez l'exemple des terris. Ce terri-là, soit vous dites c'est un crassier, c'est une décharge, c'est des déchets. Et ça a été longtemps dit comme ça. Au contraire, si vous regardez ces terris, vous dites ce sont des zones naturelles fabuleuses. Du point de vue ça fait partie des meilleures zones du Nord-Pas-de-Calais, des espèces très originales. Vous pouvez y faire du parapente. On a créé une école de parapente ici. Vous pouvez faire du VTT, de la course d'orientation. On en a partout dans le territoire. Ce sont nos petites montagnes à nous. Bon. Et ces terris, progressivement, on se remet à oser dire mais c'est tout simplement nous-mêmes. C'est notre identité à nous. Moi, je suis fier que des mineurs de ma famille, ils aient contribué à faire des montagnes à main d'homme. Donc ces terris, c'est aussi nos monuments, c'est pas seulement des collines. Donc si vous jouez sur le paysage, vous jouez sur la représentation de ce que vous êtes vous-même, et plus le paysage s'améliore, les terris se reverdissent. Ça veut dire qu'on repousse, que ça redémarre, que ça fleurit. Donc oui, bien sûr que ça participe de la transformation intime de chacun d'entre nous, bien sûr.